Bon, bonsoir à tous et à toutes et à tous et à toutes. On va essayer de réfléchir, puisqu'on a souvent l'habitude de parler du couple. Hein. Je vais essayer de réfléchir à ce que disent les Chachamim lorsque, vous savez, on souhaite à des gens qui vont se marier, chez Ivnou, qu'ils construisent. Baït Neheman Israël. Ouais, une Baït Neheman, une maison fidèle Israël. Ça va? Maintenant, pour dire en fait qu'on leur souhaite de fonder un foyer, on va dire en français fonder un foyer, là on dit qu'ils livnot de construire une maison, quoi. C'est bizarre cette formule, non? Livnot baïd neeman, livnot en hébreu ça veut dire construire. Une baïd, une maison fidèle en Israël. Ça va? Donc c'est pas par hasard que les Khamim ils ont utilisé cette formule de maison. Maintenant, une maison, c'est fait de quoi? Bah, une maison, c'est fait de parpaings, c'est fait de fenêtres, de fenêtres, de poutres, je sais pas moi, de charpentes, de tuiles, voilà, ouais, c'est ça, oui. Et de béton, etc. Mais en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que cette maison, elle dure. Neheman, ça veut dire qu'elle est fidèle, on peut lui faire confiance, elle va durer. Ça va? Qu'est-ce qui va faire la durée? Qu'est-ce qui va permettre la durée? Qu'est-ce qui va faire que 10 ans plus tard, tu mets ta main sur un mur, il ne va pas s'écrouler? Ouais, il y a des fois des choses, tu vois, dans la vie, on croit qu'on a construit quelque chose, mais en une seconde, tout s'écroule. En fait, il manquait quelque chose, il manquait du ciment. Il manquait quelque chose qui allait bétonner la maison, qui allait faire qu'elle soit solide. Qu'est-ce que la base? Au départ, quand on construit une maison, on fait pas monter des murs sur la terre. Parce que la terre, elle bouge, elle tourne, et donc les murs vont s'écrouler. Donc il faut qu'on ait une base solide. Ouais, on creuse, on bétonne le sol, sous le sol, et après on monte une maison dessus. Qu'est-ce qu'on appelle la base? Ouais, la base, il faut construire une base solide sur laquelle tu montes des murs. Et là, la base étant très large et très profonde, quand ils font des bâtiments, ils creusent des trous de 30 mètres de profondeur. Ouais, parce qu'il faut absolument que le bâtiment, qui va mesurer je sais pas combien de mètres, il repose sur une base solide. Il faut qu'il y ait une base solide. Ça va? À part ça, il faut qu'on puisse monter les murs et qu'il y ait quelque chose qui puisse coller, ouais, les éléments qui composent cette maison. Vous savez que dans la tradition, lorsque on inaugure une maison, c'est-à-dire qu'on a l'habitude, ouais, d'inaugurer une maison, c'est-à-dire qu'on soit on achète, ouais, quand on achète une maison, quand on loue une maison, on met des mezuzot. Mais après, on fait aussi l'inauguration de la maison. Comme on a vu dans la Torah, où on a inauguré le Mishkan, le sanctuaire. Ouais, ça s'appelle Chanoukat Abayit. Chanoukat Abayit, c'est l'inauguration de la maison. Mais Chanoukat, ça vient de Chinour. Et Chinour, c'est l'éducation, ça veut dire qu'on va débuter, ouais, on va débuter quelque chose dans cette maison. Et donc on va inaugurer cette maison. Pourquoi il faut inaugurer la maison? Pourquoi il faut absolument faire un repas, il faut inviter du monde, on fait la fête, etc. Oui, pourquoi on fait une chose pareille? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans une maison? Alors il faut croire que la maison, en fait, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que tout se passe dans une maison. Tout ce que vous avez comme vraie valeur, tout ce que nous avons reçu comme valeur, tout ça, ça s'est organisé dans une maison. Ça va? La fraternité, le côté, la relation parentale, parce qu'on est des enfants, on devient des parents, oui. On a eu des exemples. Notre éducation, elle s'est forgée dans une maison. On a eu des frères et des sœurs, on a créé la fraternité, on a honoré nos parents, parce que c'est une maison, toutes ces valeurs-là, on nous a bien éduqués, on nous a donné du sens, on a donné de la logique, on a donné plein de choses, et ces valeurs, elles ont été construites, elles ont été formées dans une maison. Oui, c'est ça, la maison. C'est pour ça avant de commencer à s'installer quelque part, pour nous, on considère qu'on va inaugurer cette maison, parce qu'après, tout ce qui se passe dehors, c'est l'expression de ce qu'on a vécu à la maison. Tout ce qu'on voit, tout ce que vous avez, toute la façon de voir la vie, la façon de cultiver son rapport aux autres, etc., en vérité, ça s'est formé quelque part. On nous a éduqués, oui, on nous a donné des vraies formules, on nous a donné du vrai sens, du bon sens, voilà, tout ça s'est formé. On nous a dit non, fais pas ça, ne parle pas comme ça, ou bien on nous a dit oui, on nous a appris à vivre. Et ça s'apprend pas au travail, ça s'apprend d'abord chez soi. C'est pour ça que la maison, c'est fondamental. Et là, on nous dit, un couple, il doit se fonder une maison. Ouais, livdot ba'it ne'eman, une maison fidèle, une maison qui va durer. Qu'est-ce qui va permettre la durée? Qu'est-ce qui va permettre que cette maison, elle va pouvoir être solide? Ouais. Alors, il y a plusieurs valeurs qui sont fondamentales, je pense. La première chose, c'est le respect. Le respect, l'amour. Ouais, le respect, l'amour, la considération de l'autre, la reconnaissance du bien que me procure l'autre. Ouais, la reconnaissance du bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que les choses sont dues.
Ça va? Et donc, ils sont pas du tout reconnaissants des efforts qui sont fournis, mais pour eux, c'est normal. Ça va? Un type, moi, une fois, ça m'est arrivé, j'étais invité chez quelqu'un, et sa femme, elle avait préparé une table extraordinaire, des salades, des machins, un repas, mais vraiment, on s'est délecté de ce qu'elle avait préparé. Et je vois son mari, il mange, tu vois, et je lui dis, ça va, c'est bon? Il me dit, ouais, très bien, ouais. Je lui dis, ben, dis merci à ta femme. Pardon? Il dit merci à ta femme. Il me dit, ben, je merci de quoi? Je suis marié, c'est normal. Tu vois, quand c'est pas bon, je lui dis. Par contre, s'il manque du sel, ça, tout de suite, je lui fais la remarque. Mais quand c'est bon, bah, elle voit bien que je mange. Donc, c'est que c'est bon. Je sais pas, sinon, elle sait bien que si c'est pas bon, je lui dis tout de suite. Hein. Donc, si je dis rien, c'est que forcément, c'est bon. Ça va? Je lui dis, mais c'est marrant parce que tu profites de quelque chose qui te fait du bien, mais tu ne reconnais pas les efforts. Mais une femme, elle a besoin d'être réconfortée par ce qu'elle fait. Parce qu'elle donne de son temps, elle donne de sa patience, elle donne de sa délicatesse. Et ça, c'est un plus. Et là, hein, je vois pas de remerciement là-dessus, ouais. Pourquoi les gens ne savent pas dire merci? Ils trouvent normal, tout leur est dû, c'est normal. Ouais. En fait, il y a marqué dans la Torah hein, que, vous savez que quand Jacob, il a épousé Rachel, et il a épousé Léa, c'est marqué dans la Torah que Léa, elle a accouché du premier enfant qu'elle a appelé Réhouven. Le deuxième enfant qu'elle a eu, elle a appelé Shimon. Le troisième enfant qu'elle a eu, elle a appelé Lévi. Le quatrième enfant, elle l'a appelé Yehuda. Et Yehuda, ça vient de Oda'a, qui veut dire remerciement. Ouais, on dit Modim quand on fait la prière, Modim anachnulach. On dit merci à Hachem. Ça va? Une Oda'a, c'est un remerciement. Elle a appelé son fils Yehuda, qui vient de Oda'a, qui veut dire remerciement. Elle a remercié son Hachem d'avoir eu ce quatrième enfant. Rachid expliquait pourquoi elle n'a pas dit merci au premier enfant. Elle a dit au quatrième. Parce qu'elles étaient prophétesses, les Immaot, les matriarches étaient prophétesses. Et elles savaient pertinemment qu'elles auraient eu toutes au moins 12 enfants. Donc légitimement, s'il y avait 4 femmes et il y avait 12 enfants possibles, alors légitimement, 3 fois 4, 12, elle a dit, normalement j'ai droit à 3 enfants. Moins, ça serait injuste, et trop, ça serait pas normal. Plus que 3, c'est pas normal, et moins que 3, ça serait injuste. On est 4 femmes, ça va? Maintenant, le premier, donc elle a eu 3 enfants. Et après le troisième, elle a eu plus que ce qu'elle espérait. Oui ou non? Alors elle a dit merci. Vous savez pourquoi les gens n'arrivent pas à dire merci? Parce qu'ils attendent tout. Il faut apprendre à savoir combien tu attends des autres. Si tu ne sais pas mesurer qu'il faut 3, alors tu diras même 12. Dieu m'a donné 12, c'est pas grave. Elles n'ont pas mérité d'avoir plus qu'un enfant. Non, je suis désolé. Hachem, il a choisi. Que même s'il me donne 12 enfants, je serais contente. Mais le problème, c'est qu'elle ne sait pas mesurer combien elle peut attendre d'Hachem. On ne sait pas mesurer combien on peut attendre de son mari, combien on peut attendre de sa femme. On ne sait pas. Par exemple, un homme devrait se dire, moi, qu'est-ce que je sais faire en cuisine? Je sais faire des os au plat, voilà ce que je sais faire, un sandwich, moi éventuellement, chauffer des pâtes, voilà ce que je sais faire, mais plus je ne sais pas faire. Mais tu vois bien que c'est plus que ce que tu sais faire. C'est au-delà de ce que tu peux attendre, ça va? Oui, de toi. Alors dis merci. Ça veut dire que le yesod, le secret qui est marqué dans Rashi, c'est qu'il faut d'abord déterminer pour dire merci combien tu attends des autres, combien tu es capable de faire toi-même. À partir du moment où tu sais mesurer, tu dis, elle a dit 3. Bon, ok, super, 3. Donc à 4, elle dit merci, vous avez compris? Mais si tu dis, tu mesures pas, tu dis, moi j'attends tout, ouais? Moi je suis marié, mais je me suis pas marié pour faire des sandwichs. C'est normal qu'elle va me faire plaisir, ma femme. Elle-même, ma femme, elle va me faire du... C'est normal, donc c'est normal. Je lui dis, j'ai compris. Tu penses que c'est normal? Mais c'est au-delà de ce que tu attends, de ce que tu pouvais faire toi-même. Elle t'a apporté quelque chose de plus. Alors dis merci. Dis merci sur ce qui est déterminé au départ et sur ce que tu as en plus de ce que tu avais déterminé. Si tu détermines pas de limite, tu diras jamais merci de ta vie. C'est clair ou pas? Et ça, c'est la reconnaissance des efforts fournis. Parce que tu sais ce que tu peux faire toi, mais là c'est un effort. Toi tu sais faire maximum des os au plat, maximum de maximum. Après t'as peur de brûler, t'as peur de rater la recette, t'as peur de... tu vois que c'était bien au-delà de ce que tu pensais, non? Alors si ça dépasse ce que tu penses, tu dis merci. Vous avez compris ça? Et pas d'être dans l'ingratitude de croire que tout nous revient. Sous prétexte que chacun son rôle, chacun son truc, ça va?
Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Et quelque part, si quelqu'un il n'est pas capable de remercier son épouse, ou l'inverse. Si un homme il fait des efforts pour sa femme, etc., et qu'elle elle le remercie pas de ce qu'il a fait en plus de ce qu'il aurait pu faire pour elle, alors il va se sentir gêné et vexé. Elle va se sentir vexée parce qu'elle dit, mais je comprends pas, il sait pas mesurer combien je fais d'efforts et combien je lui fais plaisir, etc. Peut-être qu'il m'aime pas cet homme, vous avez compris? Et la prochaine fois, elle va lui faire un sandwich. Bah oui. Bah, elle va se venger. Elle va dire, ah bon, tu m'as pas remercié. Machin. Elle va se venger. Elle va avoir de la rancune. Elle va avoir de la haine. Elle va avoir du dégoût. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce qu'il y a des midotes qu'on doit avoir, des qualités humaines qu'on apprend à la maison, ça. Et lorsqu'on dit un simple sourire, un simple remerciement, ça consolide notre couple. Ça veut dire que ça renforce les murs de notre maison. C'est ça. On a une maison, en fait, virtuelle, mais cette maison, elle est fortifiée parce qu'on a des bases. La base, c'est notre éducation. La maison, elle va reposer sur une base bétonnée, mais bien bétonnée, profonde, mais bien bétonnée. Cette base, en vérité, c'est notre équilibre. Cette base, c'est l'enseignement qu'on a reçu dans sa vie. Cette base, c'est le bon sens. La base, c'est la bonne éducation qu'on a eue. Ouais, on est des gens de famille, on a des gens qui ont des valeurs, etc. Ça, c'est la base. Après, tu vas construire dessus quelque chose. Un binyan, c'est-à-dire une construction qui va aller peut-être très très haut, et c'est ce qu'on te souhaite. Qu'elle soit Neeman, ta maison, qu'elle soit fidèle, qu'elle puisse durer. Mais ça, il y a des ingrédients qu'il faut avoir en tête depuis le départ. Et la reconnaissance du bien, ça fait partie de ça. Ouais. Ça veut dire que ça fait partie des valeurs qu'on doit estimer être justes dans sa vie. C'est ça. Et ça renforce des couples, là. Parce que quand tu sais dire, reconnaître les efforts de l'autre, alors, tu vas te rendre compte d'une chose incroyable. C'est que quand tu fais un effort, en fait, quand tu fais un effort de sourire, hein, tu fais un effort de faire plaisir, tu fais un effort, ce plaisir, il t'a demandé quelque chose, un effort. Mais cet effort, il est contre ta nature. Une femme, elle aurait préféré lui faire un sandwich que de lui faire un super repas qui lui a pris des heures. Hein. Et elle a mis beaucoup d'intention, elle a mis beaucoup de recherche, elle a fait beaucoup de choses. En fait, elle a fait abstraction d'elle pour lui. Et ben, on espère que lui aussi, il fera abstraction de lui pour elle. On n'est pas dans la gratitude, mais dans la capacité à exister pour les autres. Et tout à coup, on se rend compte que c'est comme ça qu'on va aimer. Incroyable, hein? Quand tu fais des efforts et que tu sens que la personne apprécie ce que tu fais, eh ben ça crée des liens. Ça crée des liens très forts. Oui, très bien, très fort. Ça veut dire qu'en fait, que le lien, il est jamais physique. Il est spirituel. Tu fais abstraction de ta matière à toi, qui est la flemmardise, le fait de ne pas faire des efforts pour les autres, etc. Et tout à coup, sort de toi quelque chose qu'on a du mal à comprendre, mais qui est l'âme, je pense, qui va s'attacher à la personne. Et cet attachement-là, il est très puissant. C'est ça qui consolide une personne, un couple. Ça va? C'est ça qui va consolider. Donc c'est là, au départ, la reconnaissance du bien qu'on nous fait dans la vie. Ça va très loin parce que, vous savez, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, hein, que lorsque Moshe Rabbeinu, il a été sauvé, les fameuses filles de Yitro, ouais, elles ont été voir leur père, il les a sauvées, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Yitro, il avait 7 filles, ouais, et elles étaient bergères. Il n'avait pas de garçon. Yitro, il n'avait pas de garçon. C'est les filles qui allaient faire paître les troupeaux dans les champs. Et à un moment donné, elles ont été leur données à boire dans des puits. Ouais, ils ont été abreuvés par ces femmes dans des puits. Et là, tout à coup, il y a des bergers qui sont arrivés et ils ont fait leur loi, ils ont poussé, etc. Et là, Moshe revenait d'Afrique, carrément. Il est parti, après qu'il ait assassiné l'Égyptien, il s'est sauvé. Donc, miraculeusement, il s'est sauvé de la justice égyptienne. Et il est parti en pays de Couche, en Afrique. Pendant 40 ans de sa vie, il est passé en Afrique. Et là, il revenait d'Afrique, après 40 ans d'exil en Afrique. Et là, il arrive à Midian. Et là, il voit ces bergers qui se bagarrent avec des femmes. Et lui, il intervient, il les sauve. Et là-bas, c'est marqué, elles ont dit à leur père, Ish Mitzri Itzilanu. Un homme égyptien nous a sauvés. Ça veut dire, elles ont cru que Moshe était un égyptien. Ouais. Ish Mitzri, un homme égyptien nous a sauvés. Et là-bas, le Midrash d'expliquer que, en fait, quand elles ont dit merci à Moshe Rabbeinu, il a dit ne me remerciez pas moi. Remerciez l'Égyptien que j'ai tué. Parce que si je ne l'avais pas tué, je ne serais pas là aujourd'hui. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il avait une reconnaissance qu'on devait accepter.
que malgré que ce type-là c'était un grand rachat, cet Égyptien, et qu'il a dû le juger, le condamner parce qu'il n'a pas respecté, comment on va dire, cette femme qui était mariée, il a abusé d'elle, et l'adultère est interdit pour quelqu'un qui n'est pas, qui est un ben noir, quelqu'un qui descend de noir, il a une interdiction de pratiquer l'adultère. Ouais, et donc il a jugé Moshe qu'il était coupable et donc il l'a tué. Ça va? Mais il a dit, mais si, bon, lui je l'ai jugé, je l'ai condamné, mais c'est quand même grâce à lui que je suis là. Alors remerciez-le lui. Ish Mitzri, elles ont dit l'Égyptien, c'est pas de Moshe dont elle parlait. Elle parlait de cet Égyptien en fait. Vous avez compris? Comme si qu'il fallait être capable de reconnaître même ça, le bien que cet homme il a fait malgré qu'il était rachat. Et il a permis à Moshe d'être là présent pour sauver ses femmes. Alors tu dois avoir la capacité de remercier même dans ce cas-là. La Hakarat-Hatov. Et là-bas le Midrash d'expliquer, c'est comme un type par exemple, il s'est fait piquer par un serpent. Ouais. Et donc il a été mordu au pied. Et il veut absolument retirer le dard le venin qu'il a dans son pied. Et il essaye de le sortir et tout, mais il cherche une source d'eau pour nettoyer sa plaie. Et il court. Et il voit une source d'eau, il est super content, il court, une rivière. Et puis en arrivant devant la rivière, il voit quelqu'un qui est en train de se noyer. Et il plonge dans l'eau. Et il le sauve. Et la personne qui a été sauvée lui dit, mais comment je peux vous remercier? Vous m'avez sauvé la vie. Il dit, ne me remercie pas moi, remercie le serpent qui m'a piqué. Ça veut dire qu'il faut tout le temps être reconnaissant de ce qui nous a permis d'être là. Ça s'appelle la reconnaissance du bien, ça. Et c'est des qualités qu'on doit avoir. Hein? Comment? Oui, mais quand elle lui a dit, quand la personne lui dit, mais vous m'avez sauvé la vie, je dis, ouais, je t'ai sauvé la vie, mais en fait, je suis pas là par hasard. Je suis là parce qu'en fait, j'étais... Et donc, apprends à remercier le serpent. C'est très important, ça. C'est aussi marqué, il y a une Gemara dans Megillah qui dit là-bas, hein, qu'à propos de l'histoire de Purim, oui, une fois Mordechai, qui était le chef des tribunaux de l'époque en Perse, à Shushan, chef des tribunaux. Et on sait que les chefs des tribunaux connaissaient 70 langues. 70 langues, ils parlaient 70 langues. Et il était assis devant la porte du roi, et il entend deux eunuques du roi qui est en train de préparer un complot contre le roi. Ils voulaient en fait l'assassiner. Ils voulaient l'empoisonner. Et ils étaient en train de parler en turc, comme ça dit Rachid, turc. Turc, c'est du turc. Et ils parlaient en turc, et ils pensaient, eux, que lui ne comprenait pas ce qu'il disait, et ils étaient en train de comploter pour essayer d'assassiner le roi. Et qu'est-ce qu'a fait Mordechai? Il entend la discussion, il va rapporter ça à sa femme, qui était la femme du roi, qui était Esther Amalka. Et Madame Esther Amalka, elle a dit au nom de Mordechai, Vatomer, elle a dit Beshem Mordechai, au nom de Mordechai, qu'il y avait deux eunuques du roi, Bigtan Vateresh, qui complotaient pour assassiner le roi. On a fait une enquête et ça s'est avéré juste, et donc on les a jugés, condamnés, exécutés. Ça va? Et ça a été inscrit dans le livre des chroniques de l'époque. Beaucoup plus tard, quelques années plus tard, lorsque le roi Achashverosh ne trouvait pas le sommeil, c'est marqué là-bas hein, qu'il ne trouvait pas le sommeil, et il a demandé à ce qu'on lui ouvre le livre des chroniques. Et les gens ouvraient la page et ils ne voulaient pas lire ce qui avait marqué. Ils ne voulaient pas lire. Pas qu'ils avaient pas lu, hein, ils voulaient pas lire. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne voulaient pas lire ce qui avait marqué. Et ça a été lu que Mordechai, il a un jour sauvé le roi. Comment ça s'est marqué? Parce qu'elle a Esther, elle a dit au nom de Mordechai, elle n'a pas dit en son nom, je vais venir voir le roi, je vais dire voilà des gens. Elle a dit au nom de Mordechai que deux personnes essaient d'empoisonner le roi. Et il a demandé alors mais qu'est-ce qu'on lui a fait comme faveur et comme récompense pour m'avoir sauvé la vie? Il dit on lui a rien fait. Aucune récompense. Et tout à coup on tape à la porte et Aman il arrive, il vient annoncer au roi qu'il veut pendre Mordechai. À l'instant T où il apprend qu'il a été sauvé par Mordechai, l'autre il vient lui apprendre qu'il veut pendre Mordechai. Ça va? Et là-bas, la Gemara tire un principe. À Omer Davar Beshem Omro, celui qui dit quelque chose au nom de celui qui lui a dit. Comme Esther, va Tomer Esther, elle a dit au nom de Mordechai, elle n'a pas dit en son nom. Elle a dit au nom de Mordechai. Ouais. Tout celui qui dit au nom des autres, tu dis que tu as appris quelque chose, tu dis au nom de celui qui te l'a appris. Ça va? Mais vi Geoula Laolam, il amènera la délivrance, le Mashiach sur la terre. Allez comprendre. Là-bas, le Maharal de Prague, il pose la question. Il dit, bon, bah là, c'est bien tombé, là. Parce que la délivrance du peuple juif, elle s'est faite grâce au fait que Esther, elle est rappelée au nom de Mordechai. C'est vrai, c'est bien tombé. C'est-à-dire que la coïncidence, elle est extraordinaire. Mais tu ne peux pas faire de ça une règle. Tu dis, celui qui dit au nom de celui qui lui a dit, va amener la Géoula. Quel rapport avec aujourd'hui, en 2025,
Ouais, tu vas dire, oh, j'ai appris quelque chose de quelqu'un, ça va amener la Géoula dans le monde, ça? Hein? 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 Bah, bon, c'est quoi la logique? Alors il explique comme ça. J'ai appris quelque chose, je vais pas dire en mon nom, j'ai pas la malhonnêteté de dire que c'est moi. Je vais dire que je l'ai appris de quelqu'un. Ça va? Ce rave-là, il m'a appris un enseignement. Mais ce rave, il a appris de qui? Ben, d'un rave. Et ce rave, il a appris de qui? Ben, d'un autre rave, etc., etc. On va arriver à qui? Ben, si tu remontes, tu arrives à Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu a entendu qui? Ben, d'Hachem. T'as compris? Que si tu as l'honnêteté de dire, tu as cette gymnastique intellectuelle de rappeler que c'était au nom de celui qui t'a dit, un jour tu vas pouvoir retrouver Hachem un jour. C'est ça d'amener la Géoula Baolam. Ça veut dire que si tu es capable, non pas de garder à toi, parce que tu casses la chaîne en fait. On t'a dit quelque chose, mais l'autre il a pris de qui? De lui, de là, tu vas remonter. Si tu es capable de remonter à la source, alors tu verras que... Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il faut avoir une reconnaissance que tout ce que tu sais de quelqu'un. C'est de la reconnaissance. Tu considères que c'est pas toi, tu aurais l'orgueil et l'audace de dire, je vais vous dire un truc. Tout ce que tu apprends, il faut le dire au nom de ceux qui t'ont appris. Pourquoi? Parce que c'est que de cette manière que tu vas retrouver Hachem un jour. Parce qu'il y a une origine, vous comprenez? C'est ça qui est marqué là-bas. Et il a dit, mais ne me remercie pas moi, remerciez l'Égyptien. Tu dis, mais on lui doit rien. Si, parce que si je ne l'avais pas assassiné là-bas, je ne serais pas là aujourd'hui. Si la justice ne m'avait pas condamné, je ne serais pas là aujourd'hui. Remerciez-le. C'est extraordinaire. Hein. Ça veut dire que ça fait partie de la base. Il faut reconnaître ce que tu reçois. Il faut reconnaître et avoir la capacité de reconnaître que si on te fait du bien, ben, il faut remercier. Ouais. Et ça crée des liens. Ça crée des liens avec les personnes. C'est aussi marqué, vous savez, quand Hachem il a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller sauver les Bnei Israël, ouais, il lui a dit, il faut que tu ailles voir Paro. Il a dit, et les Bnei Israël. Il a dit, mais ils ne me croiront pas. Parce que je vais arriver, je vais leur dire, voilà, je suis le sauveur d'Israël, où ils vont croire. Alors Hachem lui a dit, mais t'inquiète pas, tu vas faire des signes, ils te croiront. Prends ton bâton, il deviendra serpent, mets ta main dans ta poitrine, il deviendra lépreuse. Et s'ils ne te croient pas sur le deux premiers signes, ils te croiront dans le troisième, que tu vas prendre de l'eau et tu verras, elle va devenir du sang. Bon. Après il a dit, oui, mais bon, je bégaye. Et je vais arriver devant Paro, je vais être ridicule, avec mon petit bégaiement là. Il va pas me croire, il va pas me prendre au sérieux. Il dit, mais t'inquiète pas, celui qui fait parler, celui qui est renvoyant, aveugle, c'est moi, donc t'inquiète pas, je serai présent, je t'aiderai. Voilà ce que lui dit Hachem. Et à la fin, il a dit, envoie Aaron. À la suite de ça, Hachem, il a poussé à bout, parce qu'il fallait qu'il accepte. Au bout d'une semaine, il a accepté Moshe Rabbeinu. Et après, il a dit, j'accepte d'y aller, à condition que j'aille voir mon beau-père. Il lui demandait la permission de vouloir partir, donc pour libérer les Bnei Israël. Et là, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui lui a pris d'aller voir son beau-père? Pourquoi il avait besoin, pour libérer les Bnei Israël, alors qu'Hachem insistait lourdement pour qu'il aille vite, d'aller voir son beau-père? Là, tu fais des modalités de circonstances qui n'ont pas lieu d'être. Parce que sur la balance, tu mets Akadosh Baruch Hu, qui te dit d'y aller, et tu mets ton beau-père, il n'y a pas photo. Ça va? Et à part ça, le temps que tu vas perdre à aller voir ton beau-père, je pense que c'est un temps perdu, qui est une souffrance que les gens vont subir en Égypte, et qui n'y a pas lieu d'être. Tu n'as rien à faire à aller voir ton beau-père. Là, pour l'instant, il faut les courir vite, les libérer le plus vite possible pour éviter la souffrance, pour éviter l'esclavage, d'être pris en otage en Égypte. C'est ça qu'il faut faire, non? Oui ou non? Alors, qu'est-ce qu'il a été pensé? Je vais aller voir Paro, je vais voir Yitro, mon beau-père, pour lui demander la permission. Alors là, mais les commentaires, ils disent comme ça, ils disent que comment il a réfléchi, Moshe Rabbeinu? Comme si que, par l'absurde, s'il n'avait pas été voir son beau-père, oui, a priori, il aurait échoué. C'est ça ou pas? Pourquoi il a été voir son beau-père? Parce qu'il a dit, il faut que j'y aille, parce que si j'y vais pas, je vais échouer. Mais en quoi il va échouer? En quoi il va échouer? Qu'est-ce qui va lui manquer? Hachem lui a dit, vas-y, je vois pas en quoi il a besoin d'aller voir En quoi il aurait échoué dans sa démarche s'il n'avait pas été voir son beau-père? Il faut comprendre ça. Vous avez compris? Ouais. En fait, l'idée, c'est la suivante. Moshe Rabbeinu, il s'est sauvé d'Égypte. Il est parti en Afrique. Ensuite, il est parti à Midian. Bon. Qui c'est qu'il a protégé à Midian? Qui c'est qu'il a empêché d'être attrapé par la police égyptienne? C'est Yitro.
Maintenant, si physiquement Moshe il est capable de sauver l'Israël, grâce à qui? C'est à monsieur Yitro. Ça va ou pas? Alors il s'est dit, il a sûrement un pourcentage dans le sauvetage du peuple juif. Ça veut dire que si j'y vais, il va me manquer quelque chose. Parce que c'est pas par hasard qu'Hachem il a choisi cet homme. Il aurait pu faire en sorte que je me serais caché dans la forêt, dans les montagnes, et je dois rien à personne. Et voilà, Hachem m'aurait demandé d'aller les sauver, j'aurais été les sauver. C'est ça ou pas? Pourquoi Hachem il m'a fait passer par cet homme? N'est-ce pas que c'est grâce à lui que je suis là? Et c'est grâce à lui que maintenant je peux aller faire cette mission? N'est-ce pas qu'Hachem il a choisi cet homme pour me dire qu'il a un pourcentage dans le sauvetage du peuple juif, celui-là? Ça veut dire que si je ne vais pas lui demander la permission, je vais partir sans son accord, ça veut dire sans le pourcentage de mérite qu'il a de sauver l'Israël. Ça s'appelle la reconnaissance du bien. Et quand tu sais reconnaître le bien, alors tu participes à quelque chose de fort. Ça va? C'est-à-dire qu'il aurait échoué. S'il n'avait pas cette capacité à reconnaître. Oui, et en couple, c'est très important d'être capable de comprendre que les gens font des efforts pour chacun. Ouais. Parce que le problème, en vérité, en couple, souvent, les gens pensent que on s'est marié, donc on va ouvrir une entreprise. Hein, une entreprise, voilà, madame, elle va faire ça, elle va faire ça, elle va s'occuper des enfants, elle va faire la cuisine, elle va des fois même travailler, elle va s'occuper je sais pas moi, de la maison, hein, et à part ça, elle va travailler, et à part ça, son mari, il a une autre tâche dans sa vie, et donc on partage les tâches. C'est ça ou pas? Mais ça, c'est pas un mariage, ça. Non, c'est pas un mariage. C'est que, genre, on vit en entreprise, hein, et puis chacun, il remplit une fonction. Mais quand est-ce qu'on existe ensemble? Et quand elle fait pas sa fonction, quand le repas n'est pas prêt à l'heure, monsieur va râler. Ouais. Il va râler parce qu'il dit, mais je peux voir qu'est-ce que tu fais de la journée, le repas n'est pas prêt, ça va? Il va râler. Alors qu'il aurait dû se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as pu avoir qui t'a empêché de préparer le repas à l'heure? Il n'est pas inquiet en vérité pour elle. Il est inquiet pour lui. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent en vérité en couple, mais ils ne se vivent pas en couple. Mais quand ça se vit comme ça, il y a une façon égoïste d'exister avec l'autre, en pensant qu'on doit cohabiter ensemble, alors qu'on doit coexister ensemble, que tout est prétexte pour vivre ensemble. Et là, c'est pas le cas. Donc ça crée des frustrations, ça crée, comment vous dire, ça se crée de l'éloignement. Oui. Parce qu'il faut savoir que dans toute situation qui nous éloigne, qui nous sépare, puisque l'objectif du couple, c'est d'être ensemble, tout ce qui nous sépare, c'est l'Yitzhara. Ça va? Ça veut dire que vous allez vous rendre compte que quand il y a des mitzvot à faire dans sa vie, il y a quelqu'un qui est là pour nous empêcher de les faire. C'est extraordinaire quand même. Par exemple, dans la prière, il faut se concentrer. Et on a du mal à se concentrer. On a du mal à pouvoir penser toutes les tfilotes, toutes les brachot, sans penser à autre chose. Parce qu'on veut nous séparer d'Hachem. Il y a quelqu'un en nous qui veut nous séparer d'Hachem. C'est-à-dire que quand on arrive à créer le lien, on est entier avec Hachem. Et quand on est perturbé, on n'est pas concentré. En fait, on croit qu'on doit se concentrer, mettre le doigt dans le livre. Non, c'est pas ça. C'est qu'en vérité, le Yetzirah est dans ton cœur. Il fait tout en vérité pour que tes intérêts personnels, ils puissent trancher entre toi et Hachem. Vous avez vu? Ah tiens, t'as prévu déjà un rendez-vous en pleine prière. Hein. Ah, ma femme m'a demandé de faire ça. Ah bah tiens, j'espère que je vais réussir. Après, je sais pas, j'ai une chose très importante à faire. On pense à des choses qui nous sont nécessaires, mais en vérité, oh, mais c'est nous qui pensons. C'est pas fou quand même. C'est moi qui pense. On prend de prière, mais la prière elle dure 5 minutes. On peut pas se concentrer 5 minutes. C'est dur de. C'est 5 minutes. 5 minutes. La Hamida, c'est 5 minutes. On n'arrive pas à se concentrer 5 minutes. C'est incroyable. Pourtant, j'avais ni envie de penser à ça. Ni c'était le moment de penser à ça. Vous avez compris pas? Ni j'avais envie, ni c'est le moment. Comment ça se fait qu'on arrive à penser à des choses qu'en vérité, on n'aurait pas voulu avoir en tête? Parce qu'en fait, on veut nous séparer. Et dans une vie de couple, en fait, il faut bien réfléchir à ça. C'est que quand on vit en couple, en fait, on veut essayer de nous séparer. La Gemara dit dans Nida, hein, que 40 jours avant la conception d'un garçon, 40 jours avant la conception d'un garçon. Alors on dit, cette fille, la fille d'un tel, elle est réservée à ce garçon. Ça veut dire que de base, la neshama, l'âme,
elle était collée, en fait, masculine-féminine. La Neshama, l'âme, elle est masculine-féminine. Et on a séparé cette âme en deux, et on a introduit cette âme dans un corps, qu'ils a bien séparé. Ça va? L'objectif, en fait, c'est quoi? C'est de retrouver son âme sœur, c'est-à-dire de retrouver l'âme qui était collée à cet homme, et qu'on a dû décoller pour la retrouver un jour, physiquement en face de soi, mais qui est à reconstruire mentalement, parce qu'il faut que sa femme, elle fasse partie de sa vie, il faut que son mari fasse partie de sa vie dans sa tête. Alors on doit le vivre séparément pour le reconstruire intellectuellement et intérieurement. L'objectif, c'est pas de vivre séparément, mais l'inverse, c'est de retrouver ce qui est le point commun qui nous rassemble. Et la difficulté, c'est ça qui est dur, c'est la difficulté, c'est qu'on a du mal à s'acclimater à ce qui n'est pas exactement ce que je recherche. Je n'ai pas les mêmes intérêts que mon mari, je n'ai pas les mêmes pensées que mon mari, je n'ai pas les mêmes logiques que mon mari, je n'ai pas les mêmes besoins que mon mari, et l'inverse aussi est vrai. Donc en vérité, ce qui est dur, c'est de s'acclimater à la différence, parce que de nature, on n'est pas pareil. C'est ça qui est dur. Vous avez vu, quand on a des amis, quand on est entre hommes, on a des points communs, etc. Le lien, il est facile. Et quand les femmes, elles sont entre femmes, le lien, il est facile. Je sais pas, une femme, elle cherche du parfum, machin, elle va pas demander conseil, ou une recette de cuisine, elle va pas demander à son mari des recettes de cuisine, elle va demander à sa meilleure copine. Parce qu'il y a des liens, c'est facile. Le lien, il est facile. Mais il est dur de parler de cuisine avec son mari. Il est dur de parler de mécanique avec son mari. Parce que mon mari, il adore la mécanique, mais moi, ça ne m'intéresse pas. C'est ça qui est dur. Lorsque les choses, elles ne sont pas communes, c'est dur de s'acclimater à la différence. Mais c'est nécessaire que je m'acclimate. Comme il est nécessaire, quand on vit dans un pays étranger, d'apprendre la langue. Comme il est difficile dans un pays étranger de savoir où est-ce que je vais travailler. Comme il est difficile dans un pays étranger de savoir où est-ce que je vais installer mes écoles, quelle est la mentalité dans laquelle je vais vivre. C'est dur parce que j'ai une certaine mentalité, j'ai grandi dans un pays étranger, et on m'a carrément exposé dans un monde qui n'est plus le mien. C'est dur de s'acclimater. C'est ça qui est dur. Mais après qu'on a eu ces expériences de vie, on s'est acclimaté, on a pris la langue, la mentalité, on connaît parfaitement le quartier, c'est facile. Mais la difficulté, ce qui est dur, c'est de s'acclimater à la différence qui nous fait frein en fait. Soit la personne, elle se bat pour y arriver, soit c'est trop dur, et donc elle baisse les bras et elle s'en va. Ça veut dire qu'on a la difficulté va essayer de nous séparer. Et il faut bien comprendre que dans une vie de couple, en fait, le but, c'est d'être rattaché. Quand la Torah nous dit, tu vas abandonner ton père et ta mère et tu vas te coller à ta femme, ça veut dire que se coller, ça veut dire d'apprendre à exister, mais complètement avec elle. Et elle, complètement avec toi. Et pour ça, il faut enlever des obstacles. Les obstacles qui nous séparent. C'est-à-dire que si tu restes une femme en couple, tu ne pourras jamais être marié complètement parce que ton mari n'est pas une femme. Et si quelqu'un est un homme, il est un homme en couple, il ne pourrait jamais s'entendre femme parce qu'il réfléchit comme un homme alors qu'il parle à une femme. Vous avez compris? Jamais ça marchera. Par contre, si tu comprends fondamentalement de quoi est fait un homme, et tu t'acclimates à la différence, et tu absorbes la différence, tu comprends les besoins, tu comprends le Yetzirah à ton mari, tu comprends tout ça, et tu t'adaptes à ça, alors il fait partie de toi. Et si c'est aussi de ton côté, en tant qu'homme, tu comprends que ta femme, elle a besoin d'être aimée, elle a besoin qu'on dise qu'elle est belle, elle a besoin, toi, tu n'as pas forcément besoin. Et tous les ressentis romantiques qu'elle peut avoir, et toutes les émotions qu'elle peut avoir, tu les comprends, la logique, tu la comprends. Mais elles se sont aimées, elles se sont heureuses, parce qu'elles se sont comprises. Mais c'est ça que tu fais, tu t'acclimates en tant qu'homme à la différence, en fait, qui est ta femme. Mais là, tu fais corps avec elle. Pas physiquement, pas forcément physiquement, mais tu fais corps avec elle parce qu'elle fait partie de ta vie. Quand tu n'as rien à faire, tu penses à elle. Quand tu n'as rien à faire, tu penses à ton mari. Mais donc tu fais corps avec. Vous avez compris? Le Yetzirah, il veut séparer ça. Vous avez compris, quand il s'agit de mitzvot, l'objectif du Yetzirah, c'est de nous défaire du lien qui va exister avec la mitzvah. C'est comme ça. Quand tu fais la prière, c'est dur de prier. Tu penses à autre chose. C'est dur quand même. Comment ça se fait que c'est dur? Parce qu'on voudrait te séparer d'Hachem. Et bien tout à coup, dans les 5 minutes qui sont la prière, tu verras que tu vas penser à autre chose. C'est très 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 difficile de pouvoir se concentrer à faire une prière sans penser à autre chose. C'est très difficile. Mais comment ça se fait que c'est difficile? Mais j'ai ni envie de penser à autre chose, j'ai ni envie parce que c'est pas le moment, et c'est même honteux parce que je parle à Hachem.
Comment je me permets de penser à autre chose quand je lui parle? Ça se fait pas. Donc non seulement ça se fait pas, mais en plus j'ai pas envie. Et c'est pas le moment. C'est vrai ou pas? Avant, je veux bien, après je veux bien, mais pas pendant. Et c'est pendant que ça se passe. Ça veut dire en vérité, on est manipulé intérieurement. Il y a quelqu'un qui va chercher chez moi mes besoins personnels et qui va les mettre en porte-à-faux entre Hachem et moi. Vous avez compris ça? C'est ça. Il veut nous séparer en fait. Donc à chaque fois que vous verrez qu'il y a des éléments qui nous séparent, ça peut être de ta femme, ça peut être de ton mari, ça peut être de tes enfants, ça peut être de tes amis, tout ce que tu veux, c'est l'Yetzirah. C'est ça l'Yetzirah. Ça va? Et donc il faut être intelligente et intelligent et se dire mais comment je vais pas être dupe pour comprendre qu'en fait on essaie de me détruire. Il faut construire une maison solide. Il faut qu'elle soit solide. Ça veut dire que c'est pas solide, ouais, je sais bien faire la cuisine, je m'occupe bien de mes enfants. Non, solide, ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire le respect des autres. Ça veut dire l'amour. Ça veut dire la considération de l'autre. Ça veut dire aussi la reconnaissance du bien que ça me procure, etc., etc. Ça fait partie de la solidité, c'est ça qui nous consolide. Cette maison, elle est solide. Ça veut dire que entre les parpaings, il y a du ciment. À la base de notre maison, il y a du béton. Ça tient sur quelque chose. Il faut se préoccuper de ce qui va faire de notre maison une maison qui va durer. Ben, qu'est-ce que tu mets comme ingrédient dans ta vie de couple? C'est quoi les ingrédients? C'est quoi qui consolide? Si tu crois que ta femme elle est à ton service, tu as épousé une femme de ménage, une cuisinière, une nourrice, c'est vexant quand même. Ben, va payer une bonne femme pour ça. Pourquoi tu t'es marié? Ta femme c'est une nourrice, ta femme? Ben, comment je vais faire pour avoir des enfants? Et quand tu poses la question aux gens, mais pourquoi tu te maries? Ben, je dis, pour être comme tout le monde. J'ai une femme et des enfants, mais comment tu l'as réfléchi, ton couple? Et après, tu t'étonnes qu'il y a des problèmes conflictuels parce qu'on ne se comprend pas. Parce qu'une femme, si tu lui offres pas un bijou, elle croit que tu l'aimes pas. Bah oui. Si mon mari m'offre jamais rien, il fait pas de cadeau, c'est qu'il m'aime pas. En fait, c'est parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris qu'une femme elle a besoin de se sentir belle. Pour lui, d'acheter une bague, ça sert à rien. Je préfère acheter une voiture, je préfère qu'on parte en voyage, qu'on participe ensemble. Je vais investir pour qu'ensemble on vive quelque chose ensemble. Mais si c'est pour t'acheter une bague et que t'es un petit solitaire, reste solitaire avec ta petite bague solitaire, reste solitaire. Ça va, il comprend pas à quoi ça sert une bague. Lui, on va acheter une voiture, on est ensemble. On va faire un voyage ensemble, on va partir ensemble. Mais si je t'achète une bague, ça me sert à quoi? Ça me sert à rien. Alors il va pas l'acheter, non pas parce qu'il n'aime pas sa femme. Elle va dire, mais il m'offre pas de cadeau, machin, il m'aime pas. Mais c'est pas ça. C'est qu'il comprend même pas à quoi ça sert. Vous avez compris? Donc quand tu connais la nature masculine, tu peux traduire autrement. Ça va? C'est comme une femme, elle me dit, écoutez, j'en ai marre de mon mari. Je dis, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, attendez, je rentre chez moi, on rentre, il est là. Il me suit s'assoit sur le canapé, il lit son journal, et moi je m'occupe à faire la vaisselle, après je m'occupe des enfants, je vais les laver, je fais les devoirs et machin. Et je suis excédé, quoi. Et je le vois assis comme ça, et je lui dis, mais tu peux pas m'aider? Elle me dit comme ça, tu peux pas m'aider? Et l'autre, il lui dit, mais tu m'as rien demandé. Mais je pensais que tu te débrouillais toute seule. Ça va? Tu m'as rien demandé, moi. Je voyais que tu te débrouillais bien. Vous avez compris? Et elle dit, mon mari m'aime pas. Mon mari se fout de ma tête. En fait, le problème, c'est que les hommes, ils sont pas associatifs. Si tu sais pas ça, si tu lui dis pas, il va croire que tu n'as pas besoin de lui. Et elle va dire, mon mari m'aime pas, machin, il se fout de ma tête, et machin, et comment? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que de nature, un homme n'est pas associatif. C'est comme ça. D'où c'est tiré dans la Torah, ça? Ouais. Parce qu'au départ, c'est marqué dans la Torah que quand Hachem il a créé l'homme et la femme, ils étaient collés. Ça va? Dos à dos. Et Hachem, il a dit, c'est pas bien qu'un homme soit seul. On va lui proposer une aide face à lui. C'est ça qui est marqué, oui. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Pour qu'il arrive à concevoir cette idée-là, il a dit, tu vas nommer les animaux. Et il a nommé les animaux. Et il a dit, mais c'est bizarre parce que chaque animal mâle, il a une femelle. Et moi, je n'ai pas de féminin. Voilà ce qu'il a dit. Alors Hachem dit, super, je t'endors. Il a décollé sa partie féminine, il lui a présenté. Ça va? Mais il a dit, j'ai pas de féminin. J'ai pas de féminin. Mais si t'as un féminin dans ton dos, elle est là ta femme. Vous savez ça? Vous avez compris ça? Comment il a osé dire je n'ai pas de féminin? Il a fallu qu'on l'endorme et qu'on lui détache sa partie pour qu'il se rende compte qu'il a du féminin. Et de là, j'ai compris qu'un homme, il n'est pas associé à sa femme.
Et le but d'une femme, une femme, elle sait qu'elle est associée à son mari. Elle sait qu'elle est là sur lui. Mais lui, il se rend pas compte qu'il porte sa femme avec lui. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il n'est pas associatif. Il faut lui apprendre à exister avec toi. Donc tu vois qu'il est sur le canapé, tu dis, bah, c'est normal. Il faut que je lui apprenne à être associatif. Toi, naturellement, quand on te pose la question, tu sors du travail, ouais, on te dit où tu vas après le travail, mais tu dis, bah, je rentre chez moi. Et quand on demande à son mari, qu'est-ce que tu fais après le travail? Bah, je rentre chez moi. Bon, tu demandes à son mari, mais pourquoi tu rentres chez toi? Vous savez quoi, je suis crevé. Non mais franchement, je suis fatigué. Le travail, c'est comme ça, j'attends qu'une chose, c'est rentrer chez moi, je prends mon journal, je m'assois sur le canapé, je me repose. Et quand tu demandes à sa femme, mais qu'est-ce que vous faites quand vous rentrez chez vous? Il dit, moi, ben, j'ai mon mari, j'ai des enfants, je dois m'occuper à préparer à manger. C'est bon, elle n'a pas la même réponse. Elle n'a pas la même réponse. Elle dit, mais moi, j'ai mon mari, il faut que je m'occupe de la maison. Attendez, j'ai pas fini. Hein, c'est bon, parce qu'elle lui dit pas, ben, j'ai mes enfants, je dois m'occuper des devoirs. Non, il dit, je vais me reposer, je suis fatigué. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il faut savoir que c'est comme ça. Donc il faut lui apprendre à être associé. Ça veut dire qu'une femme, elle a des capacités que son mari n'a pas. Et son mari, il a des capacités que sa femme n'a pas. Et ce qui nous agace, c'est de ne pas retrouver chez l'autre ce que nous, on a. Ça nous énerve. Qu'est-ce que tu fous sur le canapé? Mais lui, c'est sa nature. Comme si que le travail à faire, c'était d'arriver à combler ce que l'autre n'est pas. Il est jamais à l'heure. Il est jamais machin. Ouais. Et puis à chaque fois, il me râle. Il veut pas ranger ses affaires. Et puis dès que il me dit, mais tu me demandes de faire attention à mes affaires, mes vêtements, et tu me dis, je suis sale. Une femme, elle a des qualités. Dis merci à ta femme qu'elle a des qualités de propreté, d'hygiène, de machin. Dieu, mais ça me saoule, moi, oh. J'ai compris, mais il faut comprendre que c'est pas contre toi. C'est avec toi. Vous avez compris? Donc si tu l'as pas compris, ben, elle est contre toi. Et si tu l'as compris, elle est avec toi. Tu as gagné d'avoir. Et ta femme, c'est pareil. Elles se sent pas sécurisées, tu l'accompagnes, etc. Tu dis pas, bah, écoute, débrouille-toi, il faut que tu te bouges un petit peu. C'est un peu courageuse. Ouais, mais la nuit, j'ai peur. Je sais pas, c'est une femmelette ou quoi? Ouais, sors, c'est pas grave, allez, va. Elle a besoin d'être sécurisée, ta femme. Qu'est-ce que tu lui racontes des salades en lui disant, vas-y, vous avez compris? Toi, ce que tu as de sûr, elle l'a moins. Alors rapporte-lui ce qu'elle a pas. Rassure-la, parce qu'elle va se sentir mal aimée, parce qu'elle se dit, mais mon mari, il m'accompagne pas, mais attends, mais il me prend pour qui? Je suis pas Rambo, moi. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faudrait qu'on ait compris qu'en vérité, tout ce qui nous sépare, la bêtise, c'est de ne pas avoir compris que ce qui nous sépare, en vérité, nous détruit. Et donc, c'est contre toi, évidemment, que c'est à force, madame, elle va mettre une étiquette. Ah oui, mon mari, ben c'est comme ça. Les femmes, elles mettent des étiquettes très vite. Mon mari, il est fou, ouais. Il comprend rien, machin. Et il va enlever l'étiquette. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, on se rend pas compte. Mais à force de pas se comprendre, à force de voir qu'il y a toujours des frustrations, à force de voir que on se sent pas aimé, à force de voir que notre maison n'est pas solide. Elle n'est pas solide. C'est-à-dire, tu mets la main sur le mur, tu pousses, tout s'écroule. Ça fait 10 ans qu'on a des enfants, là, tu mets la main, ça s'écroule. Pourquoi ça s'écroule? Ça fait 10 ans qu'on vit ensemble. On a fondé un foyer, etc. Où le type il dit, mais moi j'aide ma femme. Et l'autre elle me dit, mais il me sert à quoi mon mari? Truc de fou, quoi. Ben je vois, il est là, machin, il me sert à quoi mon mari? Tu te rends compte? Ça veut dire qu'ils se sont jamais mariés, quoi. C'est ça le problème. On ne s'est jamais mariés. Et ça, il faut le savoir avant. Ça va? Peut-être des fois, chez ils ne proposent pas, parce qu'ils se disent, ils sont pas faits pour se marier. Il faut être capable de pouvoir comprendre ce que c'est que le mariage. Des fois, on croit que c'est un malheur, peut-être c'est peut-être un bonheur pour éviter des catastrophes. Ah oui. Et donc, il faut se préparer à ces idées-là, ouais, pour envisager. Et quand on est préparé, bah, les choses, elles s'ouvrent, évidemment. Vous pensez qu'Hachem, il est bête? Non, c'est qu'en fait, il y a des choses qui font que, oui, il y a des gens qui n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes, ouais, et ben, ça ne sera pas possible. Parce que il y a toujours une imperfection qui fait que j'ai peur, on ne sait jamais. Mais oui, ah oui. Parce qu'il faut du 100%, hein. Mais ça n'existe pas 100%. Tu vois, mais il va parler comme ça, ou elle a dit ça, ou ça. Je veux dire, mais le parfait n'existe pas, madame. Monsieur, le parfait n'existe pas. Ça n'existe pas parfait. Donc il faut voir globalement, est-ce que oui, a priori, ça a l'air de marcher. Ouais, a priori, ça a l'air de. Vous avez compris? On n'est jamais. La Torah nous dit toujours qu'on va. La vraie tendance, c'est la majorité. Quand on vote, c'est majoritaire. Mais la majorité, c'est un peu plus de 50%.
Ça veut dire qu'il y a 49% de choses qui s'opposent à ce que je pense, mais je pense que majoritairement, ça sera bon. C'est comme ça qu'on réfléchit. On dit pas, attends, il y a quand même... il y a des gens, même 1%, ils ont peur, hein, on sait jamais. Hein. Mais c'est qu'une chance sur 1000. Ouais, mais c'est arrivé, j'ai vu dans les journaux. Mais j'ai compris, c'est qu'une chance sur 1000. C'est pas parce que c'est arrivé que ça va t'arriver. C'est comme l'auto, j'ai vu qu'il a gagné, donc on peut gagner. Mais t'as une chance sur 14 millions. Ah d'accord. C'est comme si tu imagines-toi, imagine-toi, t'as 14 millions de boules. Et dans toutes ces boules, il y a toutes ces boules qui sont noires, il y a une seule boule jaune. Et tu penses sincèrement qu'en mettant ta main, tu vas trouver la boule jaune. J'ai vu dans les médias, ils ont sorti un type, il a gagné le loto. Donc ça arrive. Pourquoi pas moi? Mais sois cohérent. Tu as une chance sur 14 millions. L'Eurovision, je crois que c'est 250 millions. Une chance sur 200... Tu as 250 millions de boules et tu penses que tu vas tomber sur la bonne. Et les types, ils investissent, ils se ruinent en vérité avec la probabilité qu'ils vont gagner. Mais elle est très très faible, cette probabilité. Là, donc dans le risque, je comprends. Mais tu peux pas vivre toute ta vie comme ça. Soit en pensant que la probabilité est faible et tu vas gagner, soit en pensant que la probabilité est faible et tu vas perdre. Sous prétexte que ça va t'arriver. Vous avez compris? Ça aussi, il faut enlever. Parce que si tu pars du principe que ça peut arriver, tu as une chance de te planter à l'inverse. Quand on rencontre quelqu'un, c'est important de ne pas penser qu'on va se marier. Ça va? On vous fait une rencontre, tiens, il y a un garçon pour vous, très bien, une fille très bien. Le type, la fille arrive super bien habillée, mais elle croit qu'elle va rencontrer son mari. Et le type, il va croire qu'il va rencontrer sa femme. Bon, qu'est-ce que vous pensez? D'abord, on se met un stress qui est insupportable, et ça se voit en vérité, parce que la fille, elle a peur. Et le type, c'est pas sûr qu'il va tomber. Et ça se voit sur les gens, et ça fait peur. Oui, parce que tu vois que la personne n'est pas en confiance, ça fait peur. Et aussi, parce que quand on a peur, on va pas chercher le bien. On va chercher les détails qui pourraient nous déranger. Ça va? Quand tu vas acheter une voiture, tu dis, attendez, j'ai peur du vice de forme. Hein. Je vais vérifier, je vais demander, attendez, je peux rouler, je vais demander à mon meilleur garagiste qui vérifie la voiture, parce que je sais pas sur qui je tombe. Ça va? Donc j'ai peur, vous avez compris? On est plus dans une crainte qu'autre chose. Alors pars du principe que tu vas pas te marier. Ça va? Tu rencontres quelqu'un comme tu rencontres une fille que tu as rencontrée, un garçon que tu as rencontré, tu parles avec lui, tu te maries pas. Et donc tu n'as pas de stress, tu dis de toute façon j'essaye, on verra. À partir du moment où tu essayes, c'est moins stressant, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'objectif particulier. Et quand il n'y a pas d'objectif particulier, après on verra. Ouais, d'abord on est naturel, ouais, et on n'a pas le stress de savoir que on ne sait jamais sur qui on tombe, ça va? On t'a donné des bons renseignements. C'est sûr qu'il faut des renseignements sur les personnes, parce que c'est dommage. Les gens disent, oh, c'est pas grave, je rencontre, on verra, une fois, 2 fois, 10 fois. 10 fois, je vais te dire 10 fois, t'en as marre. Parce que 10 fois, tu t'es investi 10 fois, t'as pensé 10 fois, tu t'es arrangé 10 fois, machin, et puis 10 fois, c'était un échec. À la fin, tu ne vas plus en voir, même en photo, tu ne peux pas les voir. Donc, c'est pas comme ça qu'on fait. On cible bien la personne. On se renseigne bien. Est-ce que ça correspond, ça peut correspondre? À partir du moment où ça, oui, et tous les critères sont remplis, feu vert, on y va. Et après, on essaye. Mais pas que tu vas essayer, tu veux tout ce qui arrive et bon à prendre. Non. Il y a des choses, ouais, vous avez le même âge, vous avez vécu dans le même pays, je sais pas quoi, des bêtises, quoi. Et on croit qu'on va. Alors, tu peux jouer au loto, il n'y a pas de problème, hein, mais il faut que ce soit logique. Ça va? Et que ce soit cohérent. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de construire. Il faut essayer de voir. Ouais. Et après, tu t'investis. C'est comme ça que ça marche. Et après, tu vois. Ouais. Mais c'est dans cet esprit qu'on construit un chidour. C'est dans cet esprit. Et c'est important de faire un chidour. Parce que quand les gens ils rencontrent comme ça, dans la rue, combien de filles m'ont dit écoutez, j'ai rencontré quelqu'un une fois, 2 fois, 3 fois, après, ni vu ni connu. La fille, attends, je l'appelle, il répond plus, machin. C'est très vexant. Ça va? Alors, ça plaît pas, ok, tu passes par quelqu'un et tu dis voilà, finalement ça me plaît pas. Ok, donc la personne dira, écoutez, a priori c'est pas compatible. C'est tout, basta, on arrête là. Mais pas tu laisses les filles comme ça dans la nature, le garçon dans la nature, le type il est angoissé, il dit qu'est-ce que j'ai. Vous avez compris, c'est très angoissant, ça c'est pas bon ça. Pour ça qu'on fait pas des choses. À part ça qu'on peut tomber sur des pervers. Tu connais pas la personne, tu rencontres comme ça sur internet, je sais pas quoi. Tu peux tomber sur des pervers, tu peux tomber sur des types qui veulent juste des relations sexuelles, tu veux tomber sur quoi tu vas tomber? Tu n'en sais rien, ça va? Donc il faut faire attention, on se protège, on fait attention, on tombe pas sur n'importe qui. Il vaut mieux que ça soit, on ait l'assurance de, l'assurance c'est quoi le chidour? C'est qu'on sait, on a un but qui est commun.
Ça va? Je rencontre quelqu'un, j'ai envie de me marier, j'ai un but commun. Après, le but commun, après, bah, déjà, on sait il y a quelqu'un en face de soi qui est comme nous, pas qui veut essayer de draguer ou je sais pas quoi, mais il veut vraiment se marier. Vous avez compris? C'est différent que si tu veux Stam rencontrer des filles ou des garçons, parce que tu t'ennuies. Non, c'est pas ça qu'on cherche. Vous avez compris? Et la personne n'est pas censée savoir, donc il faut faire attention. Ou il y a des gens qui vont dans des groupes comme ça, on ne sait pas qui c'est. Il faut quelqu'un derrière. Tu dis non, non, on ne parle pas des téléphones comme ça. D'abord, je me renseigne, après on verra si ça correspond, je te rencontre, et puis après on verra, on se passera les téléphones. Mais pas n'importe quand. Parce qu'après, le type, il peut harceler la fille, à ne jamais la lâcher, elle aussi, ou je sais pas, vous avez compris, donc il faut pas. C'est que quand on est sûr de soi, tape, on fait. Il y a des choses à construire dans la relation, d'accord? C'est ça une maison solide, c'est ça une maison solide. Et ça, c'est des choses qu'on doit avoir de base. C'est-à-dire le respect de l'autre, la compréhension de l'autre, être à l'écoute de l'autre, avoir un esprit ouvert, comment vous dire, reconnaître le bien que l'autre nous procure. C'est très important, ouais, d'être reconnaissante et reconnaissant de ce que l'autre fait pour soi. Ça va? Et donc quand on dit, ben, on reconnaît, on dit merci. Bien compris? Et ça, c'est important parce que la personne, elle se sent exister avec l'autre. Quand tu dis un sourire, tu dis merci, ça change toute la vie. Bien compris? Alors que si tu exiges et tu imposes et tu machin, on n'est pas fait pour être imposé. Ça va? On n'est pas non plus là pour éduquer les autres. Ça va? Les gens disent ouais, il va changer, vous inquiétez pas. Il n'est pas chômeur Shabbat, il fait pas mal, mais il est très gentil, vous allez voir qu'il. Bah, j'ai compris, mais tu ne peux pas changer les gens comme ça, hein, et c'est pas ton rôle. Prends quelqu'un qui te correspond, qui pense comme toi, qui a une éducation un peu commune, vous avez un niveau intellectuel qui est commun, je veux dire quelque chose qui va faire que vous avez des points communs, c'est comme ça. Mais pas prendre un truc. Et puis ça, il va changer, vous inquiétez pas, mais il va changer de rien du tout. Ou le type il fait des promesses. Après, il va te dire, en fait, il voulait juste se marier, quoi. Et puis après, il dira, bah oui, mais finalement, c'était trop dur. La fille, elle est déçue, ou le garçon, il est déçu, ça correspondait à rien du tout. Vous avez compris? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de. Ils ont trouvé une fille super belle ou quoi, ils veulent absolument l'épouser, mais ils vont faire des salamalek pour l'épouser, alors qu'en fait, ça correspond à rien et c'est des mensonges permanents. Et la fille, pareil, elle peut avoir dit ça à ce type, il est super mignon et tout, elle veut absolument l'épouser. Et elle fait tout, en vérité, tout ce qu'il a envie. Elle n'a pas de question, la fille, tout ce qu'il veut, hein, juste pour l'épouser. Et après, maintenant qu'elle est casée, elle s'en fout, elle va lâcher tout, et lui aussi pareil, il va tout lâcher parce que. Et ce qui est l'objectif, c'est ça, problème. Et c'est malhonnête. Il ne faut pas être comme ça. Ça va? On ne se marie pas par intérêt. On se marie parce que la shrina, il y a une présence divine. On veut essayer de retrouver l'âme sœur. C'est très important de comprendre ça. En vérité, on ne sait pas, mais il y a quelque chose de très puissant dans l'âme. Et ça peut. La finalité de l'âme, elle se retrouvera lorsqu'on est vraiment en couple. Vous avez compris? C'est là qu'il y a quelque chose à construire. Cette conscience, elle va se construire là, en couple. Ça va? Alors ça passe par des enfants, ça passe par une vie, c'est sûr, mais c'est des prétextes pour en vérité consolider notre vie de couple. Vous avez compris? C'est ça. Et quand il y a cette logique-là, alors j'ai peur de décevoir. Parce qu'il y a un vrai paradoxe qu'il faut aussi analyser, c'est que bizarrement, on respecte moins les gens qu'on aime. On respecte plus ses voisins qu'on n'aime pas. Ouais, on va les voir, excusez-nous, on fait du bruit, mais sa femme, on va l'engueuler. Hein. Et son mari, on va l'engueuler quand ça va pas, tu vois. Mais si tu m'aimes, comment tu m'engueules? En fait, c'est paradoxal, c'est marrant, parce qu'on ne respecte pas les gens qu'on aime. Soit par familiarité, soit parce qu'on a peur, soit par déception. Parce que quand on aime quelqu'un, eh ben, à la proportionnelle de l'amour, on est déçu. Et ça crée de la violence. Parce qu'on est déçu violemment à la proportionnelle de l'amour, à la proportionnelle de l'engagement personnel. Je me suis engagé avec toi et je vois que je suis déçu. Et bien ça, tu m'as roulé, ça va pas, et donc je vais m'énerver. Et j'exige que ça soit différent, etc. À la différence de quelqu'un qu'on n'aime pas forcément, il y a une forme de neutralité ou de prise de conscience qui est du fait qu'on a rien de commun, quoi, qui font, il fait du bruit, moi je vais le voir, je lui demande, je vous en supplie, arrêtez de faire du bruit, on peut pas dormir, et je vais pas forcément m'énerver contre lui, vous avez compris? Parce qu'on n'a rien de commun, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour qui va faire que je vais être frustré, vexé du fait que tu ne me respectes pas. Alors qu'en couple, c'est beaucoup plus puissant que ça. Parce que quand on aime la personne, ouais, eh ben on est déçu, on peut être déçu à la proportionnelle de ce qu'on a pensé de lui ou d'elle. Ça va? Et c'est là que vient la virulence. C'est là que le Yetzirah, il se manifeste. Et c'est là qu'il faut faire attention. Ça va? Parce que si tu aimes, tu n'as pas exigé. Tu dois essayer de te dire, mais comment je vais lui dire, ou comment je vais lui dire à elle,
pour ne pas casser notre relation tout en sachant que j'ai quelque chose à lui faire savoir qui va pas forcément être agréable à écouter. Mais je veux pas que ça nous casse, je veux pas que ça nous sépare, je veux que ça nous aide. Vous avez compris la différence? Pas du ah mais c'est comme ça, je lui dis la vérité, je lui fais des reproches, je lui dis écoute débrouille-toi, maintenant je suis malheureuse et je suis malheureux, il faut que tu changes, et j'impose quelque chose. Non, on n'impose rien du tout. On propose, on invite. Quand tu imposes, tu donnes pas envie. Quand tu cries, je suis pas sourd. Et quand tu cries, tu insultes. Ben, c'est une injure. Quand tu cries, tu injures. Vous avez compris? Et quand on est injurié, quand on est insulté, quand on est maltraité, c'est exactement l'effet inverse qui va se passer, c'est qu'on ne va pas écouter. Donc tu es intelligente, tu es intelligent, alors fais autrement. Tu dis, tu proposes, ouais. Tu as peur que cette relation elle se brise. C'est ça aimer. C'est pas s'aimer. Ben moi je m'aime bien quand mon mari il est sympa, mais quand il est pas sympa, je l'aime pas. Ouais, en fait c'est pas lui, tu n'aimes pas, c'est toi. Et ton mari ou ta femme c'est pareil, vous avez compris? Quand t'as les minces tu l'aimes, quand elle a grossi tu l'aimes plus. Mais tu aimes ta femme ou tu aimes quoi? Vous avez compris ce que je veux dire? Faut aimer l'être. Ça, faut attention, ça. Faut aussi faire attention qu'on aime les personnes. On n'aime pas la voir. Il faut de la voir. Évidemment, on aime personne qui nous plaît. Mais c'est pas ça l'essentiel. Parce que ça va pas rester longtemps. Ça va rester quelques années. Mais ça va jamais être la même. Tu vois les photos de ta grand-mère, c'est plus la photo de ta grand-mère à 80 ans. C'est plus la même. Hein. Mais ça se dépérit, ça. Mais par contre, ta grand-mère, elle est affectueuse. Ta grand-mère, elle est à l'écoute. Ta grand-mère, tu as des confidences à lui faire, tu vas lui faire à elle. Tu vois? C'est ça qu'on retient. C'est les midotes, les qualités humaines. C'est ça que je recherche chez une personne. Et c'est ça qui va vraiment nous lier un jour, et pour l'éternité. Alors que le reste, ça va être éphémère. Vous avez compris? Ça, il faut retenir ça, c'est important ça aussi. Voilà, et c'est ce qu'on appelle construire une maison. Que ça soit solide. C'est-à-dire que tu pousses la porte, elle tient la porte. Tu vois, le sol est bien solide, les murs sont solides. On va inaugurer cette maison parce que tout va se passer dans cette maison. On souhaite à chacun qui va se marier qu'il construise une maison solide et fidèle en Israël. Ça veut dire qu'elle doit être solide. Et cette solidité, c'est du ciment, c'est l'amour, c'est le respect, c'est ça qui nous solide. C'est ça qui consolide notre couple. Et c'est ça qu'il faut retenir. Bien Hachem. Chazak ou Baruch.